Bonjour à toutes, bonjour à toutes. Merci d'être avec nous ici. Nous allons parler de la loge médiale de la cuisse. Alors, la loge médiale de la cuisse, elle comprend 5 muscles qui vont avoir un rôle d'une part sur la symphyse pubienne, sur la coxo-fémorale et un rôle dynamique de mouvance du membre inférieur dans l'espace. Donc, on va commencer avec un schéma de présentation pour les situer globalement dans le corps. Alors, ce schéma de présentation sera de face, c'est assez schématique l'idée. C'est vraiment d'introduire et pas de décrire, on va le faire sur le reste de la vidéo. Donc ici crâne, ici colonne, ici sacrum, les os iliaques et ici les fémurs. Comme je vous ai dit, c'est très schématique. Avec donc scapula, membre supérieur. Et bien les adducteurs, ils vont être déjà... On termine quand même les membres inférieurs, voilà, avec le pied très schématique. Donc les adducteurs, ils sont situés sur la racine du membre inférieur. Ils vont débuter donc sur les branches pubiennes et avoir un trajet oblique comme ça vers le bas et le dehors et terminer au niveau du fémur pour la grande majorité d'entre eux. On verra qu'il y a aussi un muscle qui termine sur le tibia. Donc leur but va être notamment de ramener la partie distale du membre inférieur vers l'axe du corps. Et ils vont avoir un rôle pour la plupart de flexion de hanche. Donc ils vont avoir un rôle dans l'amorce de la marche et notamment dans les changements de direction. Donc ces muscles-là vont notamment être très sollicités dans tous les sports avec des changements de direction et qui vont demander de l'explosivité. Le foot, le rugby, les sports de combat, la boxe, le karaté, etc., etc. Tous les sports où on utilise les pieds et même tous les sports où vous devez être rapide. Donc nous allons maintenant détailler leur anatomie. Donc comme j'ai dit, il y en avait 5. On va d'abord détailler leur origine. Hop, donc leur origine est toute sur l'os coxal. Hop. Donc une vue antérieure du bassin. Alors d'abord, je commence par dessiner le sacrum. Donc évidemment, ils vont avoir une insertion pubienne et ils vont, avec les muscles abdominaux, agir sur la stabilité de cette dernière. Lorsque vous aurez des restrictions de mobilité ou des déséquilibres tendinomusculaires au niveau de la symphyse pubienne, ça va bien sûr se répercuter au niveau de la sacro-iliaque, qui est l'autre articulation du bassin avec la coxo-fémorale. Le souci, c'est que la sacro-iliaque, elle est intimement liée à la colonne vertébrale, hein, si les contraintes biomécaniques de l'une se répercutent sur l'autre. Ici, EIAS, EIAI, acétabulum. Et ici, donc, on va avoir le disque articulaire de la symphyse pubienne avec le tubercule pubien qui va surplomber le foramen obturé. Et nous avons la branche inférieure du pubis. Et enfin le corps de l'ischion qui apparaissent. Cinq insertions musculaires à décrire. La première, ça va être sur la branche supérieure du pubis. Le muscle pectiné qui va s'attacher sur la ligne dite pectinéale. Vous allez avoir notamment le ligament pubo-fémoral qui va s'attacher à proximité de celui-ci. La saillie osseuse que vous voyez ici va s'appeler notamment l'éminence iliopectinée, à cause de l'insertion du coup du muscle pectiné qui est juste à côté. Le fait que vous ayez un ligament, le ligament pubo-fémoral, il agit sur la stabilisation passive de la hanche, de la coxo-fémorale. Le fait que vous ayez une insertion musculaire juste à côté, vous allez avoir le muscle pectiné à chaque fois qui va mêler ses fibres au ligament et qui va donc renforcer la résistance de ce dernier. C'est
grâce à cet ensemble, à cette coopération musculo-ligamentaire, que le ligament de la coxo-fémorale en extension, c'est extrêmement solide. Donc ici, c'est le muscle pectiné sur la branche supérieure du pubis. Les autres vont être plutôt sur la branche inférieure. Donc déjà sur le pourtour du foramen obturé, tout en avant, vous allez avoir l'insertion du muscle long adducteur. Ici, qui va notamment délimiter le trigone fémoral avec le sartorius et le ligament inguinal. Si on continue ici, donc toujours sur le pourtour du foramen obturé, ici vous allez avoir l'insertion du court, j'ai encore fait, adducteur. Ici. Ensuite, c'est plutôt sur la partie inférieure. Donc on quitte le pourtour du foramen obturé, on reste sur la branche inférieure du pubis. Et vous avez encore deux muscles qui nous restent à décrire. Le muscle gracile, qui est vraiment sur la racine médiale de la branche inférieure du pubis, qui va former notamment les muscles de la patte doigt avec le sartorius et le semi-tendineux. Et enfin, le grand adducteur, qui lui va déborder un petit peu sur l'ischion, avec une insertion très large. C'est l'adducteur le plus postérieur, ça va être un des seuls qui va avoir plutôt une composante d'extension, contrairement aux autres qui auront plutôt une composante de flexion de coxo-fémoral. Donc ici, nous avons détaillé l'origine. Donc au niveau des rapports de l'origine, donc si on est puriste, on peut mettre la membrane obturatrice qui va recouvrir quasiment, pas complètement, mais qui va recouvrir le trou obturateur ou le foramen obturé en nouvelle nomenclature. Elle ne l'obture pas complètement, tout simplement parce que vous allez avoir le sillon obturateur à ce niveau-là. Et vous allez avoir le paquet vasculo-nerveux obturateur qui va passer à l'intérieur de celui-ci. Donc ici, c'est notamment pour l'origine. On va maintenant détailler la terminaison. Reviendrons sur le schéma du bassin après avoir détaillé la terminaison. La terminaison, donc on va plutôt faire une vue postérieure. Alors, le fémur, en vue postérieure, schématiquement, la ligne âpre, elle est comme ceci. Une zone de trifurcation sur sa partie supérieure, une zone de bifurcation sur sa partie inférieure. Les insertions sont ici. La zone de trifurcation est formée par les deux lèvres de la ligne âpre et par cette crête que l'on appelle la crête pectinéale, avec le muscle du même nom qui y termine. Vous allez avoir la terminaison en deux insertions, comme ceci, du muscle court adducteur. Le muscle long adducteur, lui, va plutôt terminer sur la partie moyenne, comme ceci. Et enfin, le grand adducteur, il va avoir une insertion assez large. Il va partir de la partie supérieure, comme ceci, et il va avoir un peu une insertion en S. Et il va rejoindre la lèvre médiale de la ligne âpre, où il va former un hiatus ensuite, dans lequel va passer notamment l'artère fémorale superficielle, qui deviendra l'artère poplitée. Si nous dessinons la diaphyse fémorale dans sa totalité, ça va donner ceci. Donc ici, la tête fémorale. Ici, le petit trochanter. Ici, le grand trochanter. Et là,
la diaphyse fémorale qui apparaît, avec les condyles fémoraux. Donc, vous voyez, plus facile à schématiser qu'à dessiner dans sa totalité. Les insertions musculaires sont très proches les unes des autres, car la diaphyse n'est pas non plus si épaisse que ça. C'est le plus long, l'os le plus long du corps humain, mais qui n'est pas très très épais non plus. On va dire qu'il n'est pas solide. Donc, si nous reportons les insertions musculaires, vous allez avoir du coup... Alors, si les lèvres ici ne sont pas détaillées, voilà. Ici, l'insertion du grand adducteur, alors ça va être compliqué. Voilà, on y va tranquille. Donc, elle part vraiment de la lèvre latérale. Et elle rejoint la lèvre médiale, où vous allez avoir le hiatus, le tubercule du grand adducteur ici, qui va former le hiatus de l'adducteur, dans lequel va passer l'artère fémorale superficielle. Ensuite, le long adducteur sur la partie moyenne. Et ici. Et le court adducteur en deux insertions un peu en dessous de la crête pectinéale. Et j'ai oublié le pectiné qui est ici. Voilà, donc le schéma aide bien, les insertions sur la diaphyse fémorale sont dures à visualiser, mais c'est bien comme ça qu'elles sont configurées. Petit aparté pour la terminaison du gracile. Le gracile termine sur la patte doigt au niveau de l'épiphyse proximale du tibia, donc ici nous faisons une vue médiale. Avec le plateau tibial, la tubérosité tibiale antérieure et la diaphyse. Avec donc la tubérosité tibiale antérieure est ici. Et ici, on peut détailler la patte doigt. Le sartorius est l'insertion la plus antérieure. Le semi-tendineux en arrière et en bas. Et bien le gracile ici, en arrière et en haut. Donc le moyen mémotechnique pour la patte doigt, c'était pour ceux qui ont fait de la physique au bac, la recharge d'un condensateur, il me semble, c'était C égale DI sur DT. En ancienne nomenclature, le sartorius était appelé couturier, le gracile était appelé droit interne et le semi-tendineux était appelé demi-tendineux. Voilà, donc comme tous les moyens mémotechniques, on prend pas, mais en général, les formules de physique, ça donne des boutons. Alors on l'enlève et on reprend l'insertion proximale. Car ici, on va pouvoir détailler maintenant leur trajet. Parce que l'idée, ça va être maintenant de représenter l'épiphyse proximale du fémur. Ici, le petit trochanter, la ligne intertrochantérique. Voilà, le fémur n'est pas complètement droit, donc son épiphyse distale, elle tombe au niveau de la tête fémorale. Donc tubercule du grand adducteur, condyle médial plus mince et qui descend plus bas. Condyle latéral. Pour la fin du dessin de l'épiphyse proximale, ici grand trochanter. Voilà. Le col fémoral, normalement, forme un angle de 130 degrés avec la diaphyse. Voilà. Un peu du mal à le faire là, donc on fera abstraction pour cette fois. Ici, la fin de la diaphyse fémorale.
et le début de l'épiphyse proximale du tibia avec la tubérosité tibiale antérieure, le tubercule infracondylaire, le sillon du muscle semi-membraneux. Et ici, on a à peu près tout. Voilà, si on veut être puriste, on rajoute même la tête fibulaire. Et on va pouvoir détailler les insertions. Dans un premier temps, on va les mettre en évidence. Donc on avait dit qu'ils terminaient tous sur la ligne âpre, à l'exception du muscle gracile, qui va former la troisième insertion musculaire de la patte doigt avec le sartorius et le semi-tendineux. Ici, l'insertion du gracile. Ensuite, nous allons pouvoir nous focaliser sur les insertions de la ligne âpre. Et on commence par le muscle pectiné, qui va partir de la branche supérieure du pubis et terminer sur la crête pectinéale, qui va former la zone de trifurcation avec les deux lèvres latérales et médianes de la ligne âpre. Si je fais apparaître son trajet, ça va donner l'aspect suivant. Donc proche du col fémoral. Donc une action sur la stabilisation de ce dernier. Le muscle pectiné. Difficile à palper, car il est situé très proche de tout ce carrefour où il y a de nombreux tendons, ligaments, etc. Donc il n'est pas si évident à palper que ça, bien que ce ne soit pas le plus profond des muscles adducteurs. Ensuite, on peut voir par exemple le grand adducteur. Le grand adducteur, il est représenté par l'insertion marron sur la branche inférieure du pubis. Et alors, ces insertions, notamment sur la ligne âpre, vont partir de la lèvre latérale comme ça et vont adopter un trajet en S italique et former un petit hiatus. Donc ça veut dire un petit trou. Au niveau du tubercule du grand adducteur, où va passer notamment l'artère fémorale superficielle. Pour le trajet global du muscle, voilà. Donc il est situé, lui il est postérieur hein, par rapport au muscle pectiné et même par rapport aux autres muscles. On le visualisera un petit peu mieux sur une autre vue, une vue postérieure, pour bien visualiser son trajet, car là on le dessine en premier pour le faire apparaître, mais vous allez avoir les autres muscles adducteurs qui vont le recouvrir. Donc ici, le grand adducteur. Alors ensuite, on va continuer la description du trajet des adducteurs. Cette fois, nous allons faire le court adducteur. On va... Alors, le court adducteur, lui, termine à proximité de l'insertion du muscle pectiné, entre le pectiné et l'insertion du long adducteur, comme ceci. Voilà. En deux petites insertions. Il va donc avoir deux faisceaux. Et ici, voilà, ici on a le trajet du court adducteur donc, qui va apparaître. Donc un seul faisceau, une seule insertion en proximale, terminaison en deux insertions. Et ici, muscle court adducteur. Alors il nous reste deux adducteurs à décrire, le muscle gracile et le muscle long adducteur. Et on va commencer par le long adducteur qui va former la limite médiale du trigone fémoral qu'on va schématiser après avoir décrit toutes les insertions. Alors l'insertion distale du long adducteur, elle se fait sur la partie moyenne de la ligne âpre.
Il est plutôt superficiel, hein, cet adducteur, contrairement au grand adducteur qui est assez profond. Lui, il est assez superficiel, il va être comme ceci. Et donc en rose foncé, le muscle long adducteur. Il nous manque simplement le gracile à faire apparaître. Il nous suffit pour cela de rapprocher les insertions proximales et distales. Il a un trajet assez droit. Son ancien nom, en ancienne nomenclature, c'était le muscle droit interne. Voilà. On dit qu'il suit la couture du pantalon interne. Voilà. Et donc nous avons le muscle gracile, donc en partie toute médiale, qui apparaît. On avait parlé du trigone fémoral avec le long adducteur. Alors le trigone fémoral, qu'est-ce que c'est? C'est la région anatomique limitée par le ligament inguinal en supérieur, le long adducteur en bas et en dedans, et par le muscle sartorius en bas et en dehors. Muscle sartorius qui va rejoindre la patte doigt. Et donc ce triangle est appelé le trigone fémoral. Cette région est assez importante à connaître, tout simplement parce que vous avez des passages vasculo-nerveux à proximité de ce dernier. On fera une vidéo dédiée au trigone fémoral avec les limites, ses planchers, etc. Mais on commence à en parler brièvement. Il faut savoir qu'il y a le nerf fémoral qui passe dedans, qui émerge du bassin à ce niveau-là, qui va donner des branches notamment pour le quadriceps et pour le haut des adducteurs. Vous allez avoir l'artère fémorale commune et la veine fémorale du même nom. La veine fémorale qui va recueillir le sang veineux superficiel du membre inférieur par l'intermédiaire des veines saphènes. Et l'artère fémorale qui va servir de point d'ancrage notamment pour les opérations cardiaques. On ne passe plus par le cœur maintenant, on va glisser un cathéter dans l'artère fémorale et remonter jusqu'au cœur. Aujourd'hui, toutes les chirurgies cardiaques, la grande majorité en tout cas, se font par ce biais. On va maintenant détailler sur une vue médiale la vue globale des adducteurs maintenant que nous avons décrit leur insertion. Vue médiale et vue postérieure. Une pour mieux visualiser le gracile et une pour mieux visualiser le grand adducteur. On va commencer par la vue médiale. Donc ici, on sera en haut et ici en postérieur. C'est une vue médiale. Donc vous aurez le bassin ici. Avec la face interne du foramen obturée. Et donc la coxo-fémorale, elle est sur la face exopelvienne. Ici, ce que je dessine en pointillé, c'est la surface semi-lunaire. Mais elle n'est pas visible. On va la faire autrement. Donc ce qui sera vraiment visible sur ce dessin, ce sera bien la face médiale de la diaphyse et non pas la tête fémorale. Ici, donc, la diaphyse fémorale. La convexité postérieure du fémur, on va le faire un peu plus gros quand même. Voilà. Ici fémur, ici tibia, et ici la patella. Donc, replaçons nos adducteurs. Alors, on n'est pas obligé de placer les adducteurs tout de suite. Sur la face médiale, on voit également les muscles ischio-jambiers. On va avoir le semi-tendineux, on va pouvoir faire toute la patte doigt, tant qu'à faire.
semi-tendineux ici. Ensuite, on va pouvoir faire le semi-membraneux. Donc son insertion est située plus vers le dehors. Et ensuite, il va cheminer en profondeur du muscle semi-tendineux pour terminer sur la partie postérieure du plateau tibial. Comme ceci. Et ensuite, il va notamment donner des expansions via son sillon. Il va donner un tendon réfléchi qu'on ne décrira pas ici. Nous l'avons décrit dans la vidéo sur la loge postérieure. Je vous invite donc à vous y rendre si vous souhaitez des précisions sur le tendon réfléchi du semi-membraneux. Donc étant donné qu'on a suffisamment détaillé l'arthrologie, la myologie de la cuisse, aujourd'hui on peut commencer avec ces vidéos à faire de l'anatomie dite topographique. C'est de l'anatomie en relief. Concrètement, on ouvre la peau, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Eh bien, il y a ça. Hop. Ici, semi-membraneux, on est toujours sur de l'ischio-jambier cette fois. On peut faire également apparaître le tubercule de l'adducteur ici. On va le mettre un peu plus bas. Voilà. Ici. Et donc, hop. Le grand adducteur qui s'attache sur la branche inférieure du pubis, qui déborde un petit peu sur l'ischion et qui va terminer comme ceci. Donc évidemment, voilà, il s'attache sur la grande majorité de la ligne apprend S italique qui fait son petit hiatus. Voilà, et il termine comme ceci. On va le mettre simplement en hachuré, lui. Voilà. Donc ici, grand adducteur. En avant du grand adducteur, sur la face médiale, on va pouvoir dessiner le second muscle qui forme la patte doigt, celui qu'on a décrit juste avant, donc partie antérieure de la branche inférieure du pubis, muscle gracile. Changer un peu de couleur pour que ça se voit un peu mieux. Voilà. Le long adducteur, lui, il sera situé en avant du gracile. Il s'insère également sur la branche inférieure du pubis. Et il va terminer sur la partie moyenne. Alors, hop. Voilà, il va être recouvert par le gracile, autrement, il aura cet aspect-là. Voilà, ici, je ne recouvre pas car c'est le muscle gracile qui recouvre. La dernière structure que j'aimerais mettre en évidence, c'est le muscle sartorius, donc qui va partir de l'EIAS face exopelvienne et qui va croiser. Là, j'ai pas très bien fait le trajet, mais c'est comme ceci qu'il va faire. Il va croiser comme ceci. D'abord, il va contourner le quadriceps et il va se placer à ce niveau-là. Donc en avant du gracile et du semi-tendineux. Ici, c'était pour la vue médiale. Donc on a une vue d'ensemble des adducteurs et des loges musculaires qui sont adjacentes à lui. On n'a pas représenté la loge antérieure, mais elle serait située ici, avec le quadriceps et le sartorius. Nous allons faire maintenant une vue postérieure pour détailler un petit peu le long adducteur. Donc vue postérieure, ici, on sera en supérieur et ici en latéral. Le fait qu'il soit situé plus postérieurement par rapport à ses homologues va avoir plusieurs impacts, notamment sur son action sur l'articulation coxo-fémorale. Ici le sacrum,
le disque et L4. On ne s'attarde pas dessus. Voilà, EIAS, EIAI. Épine iliaque postéro-inférieure, épine sciatique et la tubérosité ischiotique. Voilà, plus joli comme ça, parce qu'on arrive à deviner l'acétabulum. Ensuite, il nous suffit de dessiner la tête fémorale. Dans un premier temps, on va dézoomer un petit peu tout ça. Et donc, on va pouvoir faire apparaître la tête fémorale. Le col fémoral. Le grand trochanter. On va refaire la tête fémorale, elle ne me va pas. Toujours compliqué à faire la tête fémorale parce qu'elle est censée faire un angle de 130 degrés avec la diaphyse. Donc le seul moyen de le faire correctement, voilà, c'est de faire scrupuleusement ceci. On peut dessiner le reste de la diaphyse. Le condyle médial est plus mince et descend plus bas. Le condyle latéral est plus large et descend moins bas. Et nous avons donc la face postérieure du fémur. Si on veut dessiner la ligne âpre, oula, c'est trop gros ça. Voilà. On la fait légèrement apparaître. Corriger la lèvre latérale parce qu'elle est trop basse. Voilà. Et la lèvre latérale qui descend jusqu'ici. Monsieur le grand adducteur. Origine, branche inférieure du pubis qui déborde un petit peu sur l'ischion. Voilà, on va pouvoir le mettre ici. Donc, le grand adducteur, il a 3 faisceaux qui sont répartis sur cette insertion, comme ceci, fait en S italique. Et ici, le hiatus du grand adducteur. Tout simplement, 3 faisceaux. Il va avoir un trajet un petit peu comme ceci. Le premier faisceau, voilà, il va avoir ce trajet-là. Le deuxième faisceau, alors ce trajet-là. Le deuxième faisceau qui est assez large, hein, qui va même carrément descendre comme ceci. Et alors la particularité, c'est qu'il va avoir un troisième faisceau qui va être assez vertical, comme ceci. Et en fait, ça va être ce faisceau qu'on appelle le troisième faisceau du grand adducteur, qui, avec le deuxième faisceau, va former en fait le hiatus. Voilà, en fait, le hiatus est formé donc par la partie inférieure du deuxième faisceau et par la partie inférieure du troisième faisceau. Donc en réalité, si on est très précis, le faisceau, il est comme ceci. Le hiatus, du coup, est formé par les deux faisceaux, les deux derniers faisceaux du grand adducteur. Et ce tubercule présent ici s'appelle le tubercule du troisième adducteur, en raison du troisième faisceau qui s'attache ici. Donc ensuite, si on colorie, entre guillemets, les faisceaux, le faisceau supérieur, il sera ici. Donc ça, premier faisceau du grand adducteur.
donc recouvert sur sa partie supérieure par le troisième faisceau qu'on va représenter après. D'abord le deuxième. Voilà, qui lui va quand même prendre, qui est assez majoritaire. Voilà, ici le deuxième faisceau du grand adducteur et enfin le troisième faisceau, il sera situé ici. Donc le fait que le grand adducteur soit situé postérieurement, contrairement aux autres adducteurs qui ont plutôt un trajet antérieur, il va faire plutôt, contrairement aux autres adducteurs qui font de la flexion, lui il va faire de l'extension. Notamment avec le troisième faisceau qui va tracter supérieurement comme ceci l'épiphyse inférieure et va amener l'épiphyse proximale de la tête fémorale un petit peu vers l'avant. Ce mouvement, c'est de l'extension. Donc le grand adducteur fait majoritairement de l'extension et de l'adduction, alors que les autres adducteurs font plutôt de la flexion et de l'adduction. On passe ensuite au dernier schéma pour détailler leur vascularisation qui est assez complexe et leur innervation. Pour cela, on va faire une petite coupe. Donc ici, donc ce n'est pas une vue médiale, hein, on va couper, même si ce sera la même orientation, on va couper le bassin sagittalement et regarder à l'intérieur. Ici, on aura la branche supérieure du pubis, la branche inférieure ici, et enfin l'épiphyse inférieure du fémur ici. Trois innervations principales pour les muscles adducteurs. On va d'abord les mettre en évidence. Donc pectiné, le seul à s'attacher sur la branche supérieure. Ici, le muscle grand adducteur avec ses trois faisceaux. On va les aligner, c'est plus joli. Ensuite, on aura le cou, on va changer un peu de couleur. Le cou adducteur, il sera ici, avec ses deux faisceaux terminaux. Un, 2, 3, 4. Le long adducteur, ici. Et enfin, muscle gracile, ici. Donc si on fait une coupe de la cuisse, si on dessine le relief de la cuisse, ici voilà, c'est la fin de la cuisse, et ici le début du genou. Donc pas exactement pareil que sur la vue médiale, car ici on a simplement fait un schéma au niveau des insertions proximales des adducteurs. C'est la raison pour laquelle les muscles ne sont pas placés de la même manière sur la vue médiale et sur cette coupe. Donc, on avait dit 3 nerfs principaux qui régissent l'innervation des adducteurs. Le premier dont j'ai envie de parler, c'est le nerf obturateur, issu des racines L2, L3, L4, qui va passer dans le sillon obturateur et va donner des branches pour le pectiné. Pour le premier faisceau et le deuxième faisceau du grand adducteur. Un faisceau pour le court adducteur.
Et enfin un faisceau. Pour le long, j'avais dit. Et enfin le graciel. On dit que le nerf obturateur est le nerf qui régit l'innervation motrice de la partie supérieure des adducteurs. Il n'est pas tout seul à régir cette innervation. Vous avez également le nerf fémoral qui émerge des mêmes racines nerveuses. Qui va donner un rameau pour le pectiné et un rameau pour le long adducteur. Et en dernier, vous avez également le nerf sciatique qui est plutôt postérieur, va innerver les muscles postérieurs. On a dit que le grand adducteur faisait partie, était situé postérieurement et va donc recevoir un rameau du nerf sciatique. Ici. Donc ici, nous avons toute l'innervation des adducteurs. On va pouvoir parler cette fois de leur vascularisation. Alors leur vascularisation, elle est assez complexe. Elle est utilisée notamment pour les chirurgies mammaires grâce à la grande richesse du réseau artériel des adducteurs. Donc la première artère à évoquer, l'artère fémorale commune, qui va donner la fémorale superficielle qui va passer comme ceci. Et ensuite va terminer au niveau du hiatus du grand adducteur. Voilà. Donc ici, fémorale commune, et la fémorale superficielle, elle naît à ce niveau-là. Après le pectiné, qui fait office notamment de plancher du trigone fémoral, là où passe l'artère fémorale commune. Alors, on l'évoque, l'artère fémorale commune, parce qu'elle va donner les artères circonflexes, latérales et médiales, qui vont notamment vasculariser le col fémoral et le pectiné. La fémorale profonde, elle va naître ici sous le pectiné donc, et va cheminer entre les chefs musculaires des adducteurs. Elle va notamment perforer les chefs musculaires, donc les artères seront nommées les artères perforantes, qui sont issues de la fémorale profonde et qui vont s'anastomoser avec l'artère postérieure appelée artère glutéale inférieure, qui va donc s'anastomoser avec ces artères perforantes. L'avantage de ce réseau donc, qui est disposé en anastomose, donc en communication, une artère est capable de suppléer l'autre en cas de difficulté d'une des artères à assurer le bon afflux sanguin. C'est cette richesse de ce réseau artériel qui est utilisée pour les chirurgies mammaires. Donc on va prendre un lambeau des adducteurs avec ses artères perforantes et le mettre à la place du sein fraîchement opéré. Le but étant d'assurer une vascularisation suffisante pour le sein qui est un organe extrêmement vascularisé. C'est d'ailleurs pour cela que les tumeurs du sein métastasent un peu de partout à cause de sa richesse vasculaire et notamment veineuse. Donc ici, ensemble vasculaire riche, 3 nerfs qui régissent l'innervation motrice des adducteurs, et c'est donc eux qui vont avoir un rôle assez important dans la marche. C'est leur rôle de flexion et d'adduction, donc ramener la jambe au niveau de l'axe du corps va plutôt agir sur la fin de la marche. Ils sont très sujets aux pathologies et aux tendinopathies. Ils sont responsables des pubalgies notamment, avec les abdominaux qui s'y attachent, et donc seront assez sensibles au traumatisme pour les sports notamment où ils sont sollicités, donc le foot, surtout le foot, mais aussi le rugby, le tennis, tous les sports avec les changements de direction, tous les sports où on vous demande de faire des pas chassés à l'échauffement, en fait c'est pour échauffer les adducteurs. Dès que vous vous échauffez mal les adducteurs, ils sont très sensibles aux déchirures. C'est la fin de cette vidéo, merci pour votre attention.